Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 juin 2024, donc pour une session de vlog au cours de laquelle je vais faire le point à la fois sur le recueil de nouvelles et également sur les lectures. Ah oui, j'y pense, je mets en route le chronomètre, à chaque fois il faut que j'y pense. Oui, comme ça me permettra de voir qu'on ne dépasse pas trop une demi-heure. Allez, je démarre, voilà, c'est parti. Donc je disais, on va faire un peu le point d'abord sur le recueil de nouvelles. Donc alors je sais plus trop où j'en étais la dernière fois, mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, donc c'est que toutes les nouvelles ont été écrites. Alors la dernière nouvelle, il faut je peux vous donner son titre, hein, puisque maintenant elle a un titre. Donc elle s'intitulera La corne de blé, un peu en référence à la corne d'écume, qui sera à la fois le titre du recueil, mais aussi le titre de la première nouvelle du recueil. Et donc cette nouvelle, qui est la dernière que j'écris, mais qui ne sera pas la dernière du recueil, même si je ne sais plus où je l'ai placée, 8 ou 9, hein, 8 ou 9e position, donc elle sera parmi les dernières. Donc j'ai terminé cette nouvelle, mais en fait je me suis rendu compte en l'écrivant que il y avait des choses à modifier, en particulier dans la dernière partie. Donc j'ai réécrit cette dernière partie, et en réécrivant cette dernière partie avec ces modifications, je me suis rendu compte du coup qu'il fallait que je développe un peu la fin. Donc je peux pas trop vous expliquer en détail ce qui se passe, mais bon, du coup je dois réécrire encore quelques pages pour boucler cette nouvelle et la finir vraiment complètement, et pour en être complètement satisfait. Parce que pour le moment, elle me paraît encore un petit peu bancale. Donc je vais la retravailler, mais en gros, toutes les nouvelles du recueil sont maintenant écrites. Là où je voudrais mettre l'accent, c'est sur la partie illustration. Alors, bien sûr, il y a l'illustration de couverture sur laquelle je travaille avec mon illustratrice depuis maintenant un peu plus d'un mois. Mais au niveau de l'organisation, de la structure générale du recueil, donc je vais vous l'expliquer, il y aura une grande place laissée aussi aux illustrations. En fait, voilà comment ça va se découper pour chacune des nouvelles. Donc il y aura une illustration d'ouverture juste avant le texte, et pour un certain nombre de ces nouvelles, il y aura ensuite une illustration interne, à l'intérieur de la nouvelle même. Donc ça fait quand même un gros boulot d'illustration. Et bon, nous travaillons régulièrement là-dessus, et par internet, hein, nous sommes quand même assez éloignés. Mais nous travaillons par Skype en fait. Et bon, ça avance bien. À ce jour, en fait, je pense qu'il y a 6 ou 7 nouvelles qui sont bien illustrées, dont les illustrations sont terminées. J'ai d'ailleurs commencé à mettre plusieurs teasers, et dans ces teasers, dans les teasers, en fait, je lis les 2 ou 3 premiers paragraphes de la nouvelle, et au niveau visuel, donc j'enchaîne un certain nombre d'images et qui sont des étapes différentes de l'évolution de l'illustration vers jusqu'à la fin, jusqu'au stade terminal. Et donc il y en a 3, il y en a 3 autres qui sont prêtes, j'en suis à peu près sûr, et que je vais très prochainement mettre en ligne. Donc voilà, alors j'ai prévu, mais ce sera pas tout de suite, probablement en juillet,
plutôt vers la fin juillet. Donc j'ai prévu une rencontre avec l'illustratrice. Nous serons tous les deux et elle pourra vous parler plus en détail de son travail. Et je pense que d'ici là, bien une grande partie des illustrations sera terminée et nous pourrons donc échanger sur la difficulté de ce travail qui est, alors je ne l'ai pas non plus encore dit, qui est pour l'illustratrice également un moment difficile dans le sens où c'est la première fois qu'elle fait, elle dessine depuis un certain temps, mais elle n'a jamais travaillé, c'est la première fois qu'elle travaille sur un recueil de nouvelles, et donc elle a ce type de travail à faire, mais elle pourra elle-même vous en parler plus en détail. Mais ça avance, donc nous pensons terminer ça, oui, courant juillet par exemple. Hein. Je pense que courant juillet, toute la partie dessinée et toute la partie écrite, toutes les nouvelles évidemment aussi, tout sera terminé. Bon, j'ai commencé à faire de la mise en page et en particulier à uniformiser les polices de caractère parce que j'ai pas fait très attention au début aux polices de caractère dans lesquelles mes nouvelles étaient tapées et je me suis rendu compte que évidemment toutes les nouvelles n'étaient pas dans les mêmes polices de caractère et donc j'harmonise tout ça pour préparer une mise en page correcte du recueil. Mais voilà, donc ça avance. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vais, alors vous savez, parce que j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait plusieurs, vous savez que j'aime me faire des lectures communes. Et là, en particulier, nous allons commencer une la semaine prochaine, avec, alors il m'a autorisé à donner son nom, donc il s'appelle Gilles Zuccarelli. Nous allons commencer une lecture commune sur un roman. Alors je vais vous présenter ce roman, mais voilà, ça sera ce roman-ci. Alors je sais pas oui, je sais pas si on voit très bien. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté, ça passera mieux. Il y aura moins de reflets parce que la couverture est très belle, mais il y a plein de reflets. Il y a plein de reflets. Donc le roman, on voit pas très bien le titre, on le voit mieux sur le dos, mais bon, je vous montre le dos. Donc c'est Cathy. Cathy, le titre du roman. Nous allons faire en lecture commune ce roman, Cathy, qui est un roman donc de Michael il est connu, hein, Michael McDowell. C'est celui qui a donc en 2022 qui a publié, donc c'est pas lui qui a publié, c'est l'auteur plutôt de la saga Blackwater, dont on a beaucoup entendu parler. Hein. Il y a eu une forte hype au moment de la sortie. En plus, à ce moment, je sais plus combien il y avait de tomes, 6 je crois, et il y avait un tome qui sortait tous les 15 jours, je pense. Bon, moi, je n'ai pas lu Blackwater. Et en fait, si l'on regarde la programmation des éditions de Monsieur Toussaint Louverture, on voit que, donc en 2022, je vous montre ça également, je sais pas si vous verrez bien, donc en 2022, donc il y a la saga Blackwater, mais en 2023, donc toujours de Michael McPowell, il y a les Aiguilles d'Or qui ont été publiées par Monsieur Toussaint Louverture. Cathy, donc en 2024, qui est donc une nouveauté. Enfin, le roman n'est pas une nouveauté. Hein. Cette édition en français est une nouveauté, mais le roman, je crois qu'il date de 1980. Je vais essayer de vous dire ça. Oui, c'est ça. 1980. Donc, et alors, si vous ne le saviez pas, Michael McDowell, c'est un auteur. D'abord, il est mort lui aussi comme un certain nombre assez jeune, puisqu'il avait moins de 50 ans. Hein. Il est mort en 1999, à l'âge de 49 ans. Il est donc né en 1950. Donc, les éditions Monsieur Toussaint Louverture, quand on regarde un peu, on se rend compte que, en gros, ils sortent en publication française tous les romans de cet auteur américain. Donc ils ont prévu, alors je vais essayer de vous redonner tout ça dans l'ordre, donc
Blackwater, c'était en 2022, Les Aiguilles d'Or en 2023, Cathy, donc, qui sort là en 2024. Je vais vous lire après la petite quatrième de couverture, mais évidemment, je ne vais pas vous parler du roman, puisque je ne sais pas de quoi ça parle, et puis, en plus, c'est une lecture commune. Donc, en 2024, cette année, il y aura également un autre roman qui s'intitule Lune froide sur Babylone, qui sera donc toujours de Michael McDowell, qui sera publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et en 2025, nous aurons encore deux autres romans qui sont prévus, L'Amulette et Les Élémentaires. Donc vous voyez, en gros, cet éditeur va ressortir, va republier tout ce qu'a écrit Michael McDowell. Mais je vous parlerai donc de ce roman. Alors j'ai dit que je vous lisais la quatrième de couverture. Elle accroche bien et c'est prometteur. Je vous la lis. Lorsque Philomela Bray reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais, aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slaps, elle se précipite à la rescousse, mais le temps presse car Cathy Slap, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau, oui, c'est une association originale, douée donc du don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la furie. Bon, à voir. Je suis curieux, autant que Gilles, la personne avec qui je vais lire. Nous sommes tous les deux extrêmement curieux de savoir ce que va raconter ce roman. Mais je vous en parlerai quand nous l'aurons lu. Alors, je vous mettrai donc pour ce qui concerne Gilles Zuccarelli. Donc, ce n'est pas quelqu'un, je ne pense pas qu'il ait une chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui me suit sur Instagram et avec qui donc j'ai un lien d'amitié. Nous échangeons pas mal. Et voilà, nous avons décidé donc justement de lire en commun ce roman. Je vous mettrai donc en description en dessous un lien vers son compte Instagram si vous voulez y jeter un œil. Bon voilà, je jette toujours un œil sur mon chronomètre parce que comme le temps passe très très vite et je vois que déjà nous sommes à 12 minutes. Donc je vais m'arrêter là pour cette lecture commune à venir, proche. Et également, je ne reviens pas non plus sur le point par rapport au recueil de nouvelles. Vous aurez beaucoup d'informations, je pense, assez rapidement, en particulier déjà les teasers que je vais préparer, qui vont arriver à la suite des premiers que j'ai déjà mis. Je crois que j'en ai mis trois nouvelles jusqu'à présent, et là j'en ai 3 autres qui vont suivre. Donc rapidement. Et maintenant, je vais vous parler un peu lecture. Alors, pour les lectures, donc je vais revenir un peu faire un peu le point sur là où j'en suis. Je vous avais dit que, vous savez que je lis Les Mystères de Paris. Donc j'ai terminé mon deuxième volume. Je vous rappelle, c'est un roman fleuve en 4 volumes. J'ai terminé mon deuxième volume et je fais une pause. Je me suis arrêté là. Alors pourquoi? Parce que, comment dire, le principe, en fait, je m'attendais à quelque chose d'autre et j'étais plutôt dans l'esprit, plutôt influencé par le travail qu'avait fait Léo Mallet sur les nouveaux mystères de Paris, qu'il a écrit dans les années 50. Où on a je crois que je vous l'avais dit, où on a en fait un roman par arrondissement de Paris qui est un polar en fait. Ce sont des polars et ils mettent en scène ce détective célèbre qui s'appelle Nestor Burma. Donc
j'avais en tête ce principe-là, et ce n'est pas du tout ça, en fait. Les mystères de Paris, c'est un seul roman, Fleuve, et le personnage principal, Rodolphe, je vous avais dit, dans le premier volume, il va descendre dans les bas-fonds de Paris, dans l'île de la Cité, et en fait, il ne mène, c'est pas il ne mène pas vraiment d'enquête. En fait, le principe, c'est qu'il va dans les bas-fonds pour essayer de, je vous l'avais dit aussi ça, je crois, c'est une espèce de sauveur, en fait. Il va dans les bas-fonds et il aide certains personnages à sortir de leurs conditions, de leur milieu, et donc il les envoie, il les prend sous sa, il les prend sous sa protection, quoi, et il leur donne une sorte de seconde chance. Donc il est un peu, c'est un héros rédempteur. Alors je pensais qu'il était beaucoup plus en tension avec son milieu d'origine, que même il le reniait, mais c'est pas du tout le cas. Donc son milieu d'origine, Rodolphe est en fait un prince, c'est un noble, c'est un prince, et il est donc le fils présomptif. Il est destiné à régner sur un royaume. Alors je sais plus comment il s'appelle ce royaume. Il est destiné à régner sur un royaume, et en fait il n'abandonne pas du tout ses prérogatives de noble pour changer de condition, comme je le pensais un peu au début. Non, non, au contraire, il va essayer de sortir de la mouise des gens qui sont vraiment dans des conditions de vie difficiles et problématiques, tendues, avec des truands tout autour, pour leur redonner une vie plus, entre guillemets, honnête, oui, plus honnête. Donc, et en fait les récupérer. Donc ça m'a un peu embêté, parce que en fait ce principe il court à partir du deuxième tome, c'est que ça, en fait. Ça a été que ça, et ça m'a un peu embêté, au point que quand j'ai eu terminé, donc j'ai posé ce deuxième volume en me disant, on verra plus tard, je vais lire autre chose. Et donc je reprendrai le troisième tome plus tard, voilà ce que j'ai lu. Et en particulier, je voulais lire des nouvelles, puisque je travaille beaucoup sur les nouvelles. Donc je me suis mis à lire une série de recueils de nouvelles. Alors je vous les recommande. Alors là encore, on n'est pas dans de l'actualité, parce que ces nouvelles, elles ont été écrites dans les années 70. Donc elles ont été écrites par un auteur qui s'appelle Jörn Riel. Alors je vous ai pas encore parlé. Je les range. Donc Jörn Riel. Alors je peux rapidement vous lire sa petite fiche de présentation. Jörn Riel, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps, je crois cette année, très âgé. Donc je vous lis la présentation. Jörn Riel est né au Danemark, c'est donc un Danois. En 1931, il a vécu 16 ans au Groenland et séjourne actuellement, il est décédé donc, ouais. Et ensuite il est parti donc en Malaisie. En Malaisie, c'est aussi un ethnologue. Alors il a écrit donc pendant ces 16 années où il a vécu au Groenland, il s'est intéressé beaucoup à une communauté de chasseurs. Il a écrit un tas de nouvelles qui racontent en fait la vie de ces chasseurs groenlandais, donc dans le Grand Nord, dans les glaces, tout ça. Et le premier recueil qu'il a publié, donc c'était en 1974, je crois, je vérifie, 1974. Alors bien sûr, ça c'est la première édition, c'est une édition que j'ai empruntée en fait à la médiathèque, donc je dois d'ailleurs rendre ces livres demain. Donc il a écrit toute une série de recueils de nouvelles
qui mettent en scène ces chasseurs dans donc cette communauté de chasseurs. Alors certaines nouvelles s'intéressent à un chasseur en particulier, d'autres à d'autres. Enfin comme ça on fait le tour un peu de cette petite communauté. Hein. C'est une petite communauté qui vit sur un espace glacé mais très étendu, désertique. Hein. Ils sont d'ailleurs très souvent tout seuls. Ils sont tout seuls. Et donc la solitude, c'est une donnée vraiment essentielle de leur vie. Solitude, chasse et d'autres choses. Donc il a écrit un certain nombre de nouvelles regroupées donc dans toute cette série de recueils, dont le premier est celui intitulé La Vierge froide. La Vierge froide. Je ne sais pas, je bouge, mais est-ce qu'on voit bien? J'en sais rien. Moi, j'ai un tout petit carré et je ne vois pas bien en fait. Il faudrait que j'arrive à avoir un retour vidéo plus visible. Donc il a écrit La Vierge froide et autres racontards. Alors tous ces recueils, c'est ça. Il y a le titre de l'une des nouvelles. Donc ici il y en a une qui s'intitulera La Vierge froide et les racontards sont les autres nouvelles. Ce sont des nouvelles. Donc il en a écrit toute une série. Alors je sais pas combien. Il y en a bien une dizaine, hein, au moins. Donc au cours de son séjour, si on peut dire, dans le Grand Nord et en observant avec à la fois un regard d'ethnologue, mais pas seulement d'ethnologue, un regard aussi d'auteur et c'est vraiment fin. C'est vraiment très abordable, très bien écrit et très abordable. Et ça vous plonge dans un monde qui n'est absolument pas le monde que nous connaissons au quotidien. On a du mal même à s'imaginer comment on peut vivre comme ça dans un pays glacé, dans un pays désertique, avec des étendues comme ça immenses où il n'y a personne. Donc on a donc c'est le cycle avec comment on appelle ça, le jour qui dure des mois et après la nuit qui dure des mois. Donc on dans un cycle comme ça, un cycle binaire comme ça, et où il fait toujours très froid, sauf 2 ou 3 mois en été. Alors c'est très intéressant à lire et c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour là aussi très fin. Et au fur et à mesure qu'on lit ça, donc on retrouve un certain nombre de personnages. Hein, il y a une dizaine de chasseurs en tout. On retrouve donc à travers ces nouvelles les aventures de ces chasseurs. Il y a donc, j'ai lu celui-là, le premier, La Vierge froide et autres racontards de 1974. J'ai enchaîné avec un deuxième recueil, ça se lit très bien, hein, très vite, et c'est très bien. Donc un deuxième recueil donc qui s'intitule Un safari arctique, avec donc encore une fois et autres racontards, donc même principe. L'une des nouvelles porte ce titre, Un safari arctique, et les racontards sont toutes les autres nouvelles. Alors, un point intéressant, c'est que dans cet univers hein, du Grand Nord, des chasseurs du Grand Nord, eh bien, il n'y a pas de femmes. Ou, quand il y en a, c'est tellement exceptionnel que ça devient presque un objet de mythologie, quoi. Et d'ailleurs, il y a donc on a tellement peu de femmes dans ce monde que eh bien les chasseurs fabriquent des femmes imaginaires. Alors je peux pas rentrer de plus dans les détails, mais voilà, il y a des femmes réelles, comme là, le personnage de cette nouvelle, Un safari arctique, est une femme. En fait, c'est un chasseur, une chasseuse. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, c'est quelqu'un qui chasse, qui fait des safaris autour du monde et qui a décidé d'en faire un, donc au Groenland. Et pour faire ce safari, donc elle va s'adjoindre l'aide de ces quelques chasseurs. Et elle est à la recherche, hein, c'est vraiment le modèle du chasseur
colons du 19e siècle. C'est voilà, il faut des trophées, quoi. La chasse, c'est pas pour manger, c'est pour des trophées. C'est pour faire des photos et faire des trophées. Donc là, je crois que dans cette nouvelle, elle chasse le bœuf musqué qui est assez rare. Mais bon, enfin bref, je vais pas revenir sur cette nouvelle. Et donc c'est une femme. Et là aussi, il y a un choc entre les chasseurs et cette femme, qui vient diriger une chasse. Et j'en ai lu également un troisième. Alors après, je me suis arrêté. Un troisième que j'ai lu, donc toujours pareil, un recueil de nouvelles qui cette fois, donc celui-là, je crois qu'il est de 76, je crois. Je vérifie quand même toujours pour être sûr, mais je crois que c'est 76. Ouais, 1976. Et donc le troisième recueil que j'ai lu, toujours dans la même lignée, c'est Un curé d'enfer. Alors bon, cette nouvelle, Un curé d'enfer, on imagine, là aussi on peut facilement déduire. Là encore, la religion, les curés en particulier, c'est pas monnaie courante dans le Grand Nord. Et quand il y en a un qui vient, ça provoque énormément de problèmes, si on peut dire. Ça me chamboule toutes les habitudes. Bon, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir des habitudes extrêmement marquées, des rituels extrêmement marqués, parce que les conditions de vie sont tellement dures, et si vous lisez, vous allez comprendre, que il faut, pour survivre, il faut construire une vie très ritualisée avec donc un certain nombre, chaque jour il y a un certain nombre de choses à faire. Par exemple, aller relever les pièges, vérifier les pièges, les remettre, etc. Donc tout ça, ça doit être fait en temps et en heure, faute de quoi, donc ces chasseurs, on n'est pas du tout dans la chasse industrielle, mais ces chasseurs vivent en fait de leur chasse, et en particulier des peaux qu'ils revendent après sur les marchés, enfin à destination des entreprises qui fabriquent des vêtements, des vêtements donc plus ou moins de luxe. Mais ça, c'est hors sujet, c'est pas dans le propos des nouvelles. Donc eux chassent, ils récupèrent donc les peaux qu'ils revendent ensuite. Et quand arrive donc par exemple ici un curé, là aussi c'est comme le safari arctique avec la femme qui arrive, le curé il a le même impact, il chamboule tout. Bon, alors moi je vois que le temps, il reste peu de temps, j'ai pas encore fini. Je vous recommande de lire cet auteur, Jörn Grill. Vous verrez si vous plongez là-dedans, c'est vraiment une lecture, c'est vraiment à la fois revigorant, à la fois très fin, très simple et complètement dépaysant. Bon voilà, je passe parce que je vois que là on est à 27 minutes et je suis loin d'avoir fini. Alors je pose ça, donc voilà ce que j'ai lu à partir du moment où j'ai reposé mon deuxième tome des Mystères de Paris. Mais ce n'est pas tout, la dernière fois aussi, je vous avais parlé d'un autre livre que j'avais commencé, qui s'intitule Lieux hantés. Lieux hantés d'Yves Lignon, alors avec le sous-titre Rencontre de la science et du paranormal. Bien, alors au début je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Là aussi c'est un peu un fonctionnement on pourrait dire que c'est une sorte de recueil de nouvelles, sauf que ce ne sont pas des nouvelles, puisque là l'ensemble des histoires, en fait ce sont des histoires, peut-être qu'il faut que je vous dise avant qui est Yves Lignon. Alors je sais plus si je vous avais lu. Yves Lignon est maître de conférences honoraire au département mathématique de l'université Jean Jaurès de Toulouse. Il a fondé le laboratoire de parapsychologie dès 1974, un organisme scientifique unique en France dédié à l'étude des phénomènes dits paranormaux. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais
j'ai vécu à Toulouse pendant 12 ans. Bon, maintenant, ça fait 10 ans que j'ai quitté Toulouse, mais pendant 12 ans, je n'ai jamais entendu parler de cet institut. Je le regrette parce que si j'en avais entendu parler, j'aurais peut-être essayé d'en savoir un peu plus. Mais enfin, bon, bref. Donc, l'ensemble ici des textes ce sont des textes qui tournent autour de phénomènes, alors qui sont considérés comme étranges, paranormaux, et Yves Lignon, avec son laboratoire de parapsychologie, va enquêter sur ces différents cas de figure et va voir dans quelle mesure effectivement il peut y avoir quelque chose d'inexplicable et peut-être peut-être qui relève de l'irrationnel, enfin, mais surtout essayer de voir si en fait ce n'est pas au contraire le fruit, s'il n'y a pas une explication rationnelle, plausible, qui permet de rendre compte d'un phénomène apparemment inexplicable. Et dans bien des cas, en tout cas dans tous les cas qu'il choisit, dans beaucoup de cas, bien quasiment tous, soit relèvent d'illusions, soit relèvent d'hallucinations, soit relèvent de phénomènes naturels. Enfin bref, ils ont tous, ou presque tous, une explication de nature rationnelle. Il y a très peu de cas où on n'arrive pas à mettre d'explication rationnelle, et quand ça arrive, en fait, l'auteur met une réserve, dit là, voilà, on ne peut pas apporter de réponse rationnelle, on laisse la question, on laisse le phénomène en questionnement. Donc j'ai trouvé, alors qu'au début je ne savais pas si ça m'accrocherait, mais en fait plus je lisais, plus je trouvais que c'était quand même intéressant d'avoir donc toutes ces histoires s'étalent sur plusieurs siècles. Alors ça concerne essentiellement la région Midi-Pyrénées, donc le sud-ouest, bon, même s'il y a aussi quelques histoires qui se déroulent à Montpellier, mais bon, on reste dans le sud-ouest pour tous les récits là. Voilà. Donc alors bon, si vous ne savez pas quoi lire, si vous êtes du côté de Toulouse, vous pouvez très bien aller dire bonjour à Yves Lignon. Bah, je pense qu'il est à la retraite maintenant, mais il doit être assez âgé, mais en tout cas passer un petit bonjour dans ce laboratoire de parapsychologie. Alors je ne m'attarde pas plus sur le roman parce que je vois que là nous sommes déjà à 32 minutes et je n'ai pas encore tout à fait terminé. J'ai encore une information à vous dire à propos des lectures en cours. Alors la dernière fois, je vous avais dit que je lirais Les disparus de Blackmore d'Henry Lovenbroek, qui est donc le roman qui a obtenu le Grand Prix, enfin c'est le roman lauréat, roman francophone lauréat du prix Masterton de cette année. Donc l'année dernière, l'année 2023, c'était Noir de Caroline Carton, et cette année donc c'est Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek. Alors je vous montre, j'ai commencé à lire ce roman que je n'ai pas encore terminé, et bien qui est vraiment très agréable à lire, et c'est un bon. Alors je vais pas trop vous en parler maintenant. J'en avais un petit peu parlé la dernière fois en vous parlant je crois que je vous avais dit que les personnages principaux, alors il y a dans les personnages une femme qui s'appelle Lorraine Chappelle, qui est la première diplômée de criminologie. L'action se déroule en 1925, et donc qui va sur cette île de Blackmore et qui va enquêter sur des disparitions, et elle va s'associer donc à un détective qui s'appelle comment s'appelle-t-il déjà? J'ai oublié son nom, j'essaye de le retrouver. Un détective qui s'appelle, il n'y a pas son nom, c'est dommage.
Ah oui, ça y est. Il s'appelle Edward Pierce. Et lui, c'est un détective qui est plutôt spécialisé dans les affaires occultes. Et je crois que je vous avais dit que ça rappelle un petit peu X-Files, dans le sens où on a quelqu'un qui est très rationnel, donc c'est Lorraine Chappell, et d'un autre côté, quelqu'un qui est plus ouvert au surnaturel, aux phénomènes étranges. Mais comme je n'ai pas terminé, eh bien, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, ça se lit très bien. Bon, c'est pas forcément un roman qui va vous transporter, mais c'est une bonne histoire. Mais j'en parle plus tard. Et là, je vais m'arrêter. On est à 35 minutes. Donc, je vais m'arrêter. Je vous dis... Alors, j'ai toujours l'impression d'oublier parce que j'ai plein de trucs à vous dire, mais je peux pas tout vous dire. Et comme ça, là, si vite. Et j'ai toujours l'impression de... Au moment où je vais couper, de me dire, mais j'ai oublié 10 trucs. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Pour l'instant, c'est toujours aussi difficile pour moi de réussir, parce que j'ai tellement de trucs à faire, de réussir à réaliser, à monter, à mettre en ligne des vidéos toutes les semaines, comme j'avais ce projet en début d'année. Mais ça viendra. Ça viendra et pour l'instant, bien, j'essaye de me tenir à jour et de suivre et de faire en sorte que tout avance. Voilà, bon, allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt, les amis. Et n'hésitez pas ni à mettre des commentaires, ni à mettre des pouces, etc., etc. Donc, bien, j'ai évidemment... plus je me sens soutenu, et je crois que je vous l'avais déjà dit, et plus j'ai envie de continuer en fait. Et votre rôle est important en fait pour moi. Alors je sais bien que tout le monde va dire ça, c'est hyper banal, mais c'est vrai que une partie de la motivation pour moi qui est de faire donc ces vidéos, c'est d'avoir un échange, un retour. Et bon, il y en a un peu, ça commence à venir. Allez, stop. Parce qu'après je vais bavarder, je vais dire des bêtises inutiles. 36 minutes et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.